Merci beaucoup. Exercice extrêmement difficile parce que je pense que chacun, vous avez déjà vous-même fait en quelque sorte une petite synthèse en tirant les points marquants de cette journée. C'est vrai que la question qui était centrale aujourd'hui, que l'on traitait ensemble, était mais pourquoi la féminisation des études supérieures, des professions supérieures, leur accès en nombre au sein des partis, au sein des syndicats et des associations, ne déstabilise pas la domination masculine dans la plupart, dans la sphère politique ou dans la sphère économique, et coexiste avec leur faible accès aux positions de pouvoir et de prestige. Et donc, à mon avis, on peut dire que ces différentes interventions ont montré que pour comprendre ces résistances, il faut continuer à travailler sur, à mon avis, 3 perspectives qui ont traversé à la fois les interventions à la tribune, mais aussi vos propres réactions. Tout d'abord, il est essentiel pour travailler sur cette question de continuer à faire des bilans quantitatifs. Vous l'avez plusieurs fois évoqué, ça a été débattu. Pourquoi ces bilans quantitatifs sont essentiels? C'est parce qu'ils permettent de rendre visibles ces inégalités de pouvoir, de sensibiliser. Et s'ils sont obligatoires en entreprise, ils ne sont pas obligatoires dans toutes les sphères. Et les partis ou les syndicats devraient s'atteler de la même manière à faire ces bilans sexués, surtout parce qu'ils permettent aussi d'en mesurer les évolutions qui devrait s'accompagner souvent de sanctions, comme ça a été répété. Mais par contre, en termes de fils de recherche qui sans doute doivent continuer à être travaillés, j'en tirerai 3. Premièrement, continuer à travailler sur la fabrication des dirigeants par, que ce soit les partis, les entreprises, ou les syndicats, ça n'a pas été évoqué, mais sur la manière dont les appareils et les entreprises fabriquent leurs dirigeants, c'est-à-dire continuer à explorer les normes formelles et informelles de la carrière, que ce soit la carrière professionnelle ou la carrière politique, même s'il a été évoqué que ce terme peut parfois gêner, on pourrait dire aussi la carrière militante ou syndicale de la même manière. Comme ça a été fait à la tribune, continuer à travailler sur les verrous, continuer à travailler à décrypter les normes pour montrer qu'elles ont été construites au masculin, mais surtout qu'elles se recomposent perpétuellement en fonction de l'évolution des contextes et que des règles apparemment neutres et des dispositifs apparemment neutres peuvent être utilisés pour renforcer l'avantage masculin et faciliter la carrière des hommes. Donc ont été décryptés plusieurs mécanismes de fabrication des dirigeants qui permettent de comprendre cette discrimination indirecte. On a beaucoup parlé des mécanismes de cooptation, des mécanismes de sollicitation, détection, que ce soit du côté des faiseurs de listes dans les partis politiques ou du côté des faiseurs de carrière dans les entreprises, c'est-à-dire continuer à creuser et à décrypter le fait que même si l'on essaye de rationaliser et rendre transparents les processus de détection et de cooptation, les instances de sélection fonctionnent aussi sur des affinités électives, c'est un terme qui a été utilisé, dans lesquelles les réseaux de sociabilité qui parfois ne sont pas vus a priori comme masculins peuvent servir. Donc cette dimension a particulièrement été évoquée. Mais dans la fabrication des dirigeants, c'est-à-dire les carrières qu'il faut faire pour accéder aux postes de pouvoir, ne repose pas que sur les réseaux. Et elle repose aussi sur des normes d'excellence, la construction d'une compétence. Et on a plusieurs exposés ont montré qu'il y a une construction sociale de la compétence, construction sociale de l'expérience, qui favorise les hommes et défavorise les femmes, et notamment évoquer les passages obligés
qui évoluent suivant les contextes et qui permettent d'expliquer, de décrypter pourquoi les hommes arrivent plus facilement, ont des carrières plus rapides. Et dans ces passages obligés évoluent suivant les contextes, et l'exemple de la sphère politique est particulièrement révélateur de ce processus. Un changement de contexte législatif, la loi de la parité, fait que des mandats qui étaient considérés comme des passages obligés et des lieux où on acquérait le pouvoir, les réseaux, la compétence, vont glisser vers d'autres mandats électifs, et on verrait ce même processus de glissement et contournement, recomposition des règles du jeu, également en entreprise, où la mobilité, on peut indiquer que désormais la mobilité géographique ne doit plus être un passage obligé pour faire carrière, mais il demeure toujours autant que la disponibilité temporelle demeure un des critères clés pour accéder au poste de pouvoir, permettant notamment de se rendre visible des hiérarchiques. Donc, quelqu'un dans la salle a dit: quel intérêt de continuer à travailler sur les verrous? Nous les connaissons. Et ces verrous sont toujours les mêmes. Je voulais juste signifier ici que ces verrous changent suivant les contextes, se recomposent, et qu'il faut absolument être vigilant sur cette dimension, et que tous les appareils, ou entre appareils politiques, appareils syndicaux, entreprises, devraient essayer de faire ces bilan autour de leur procédure de sélection, détection et construction des parcours de réussite pour vérifier et que ces verrous ne se recomposent pas à d'autres endroits. Un deuxième fil directeur qui, à mon avis, en tout cas en termes de recherche, continue à être important, c'est de montrer comment les femmes ont des stratégies plurielles face à ces règles du jeu, face à la difficulté de se conformer aux règles du jeu dans cette lutte pour le pouvoir. Car plusieurs interventions l'ont rappelé, quand on parle d'inégalité d'accès au pouvoir, il faut toujours bien mettre l'accent sur le fait que c'est une compétition, c'est une lutte pour des places qui sont en nombre très restreint. Et donc, travailler sur les stratégies plurielles des femmes au pluriel a un intérêt parce qu'elle permet, par exemple en étudiant les carrières d'exception de celles qui y arrivent, de vraiment révéler la sursélection sociale et scolaire de ces femmes d'exception, des pionnières, mais aussi que leur entrée via de l'expertise peut leur permettre d'entrer dans un milieu, mais les cantonner dans un rôle de second rang. Et que le rôle des mentors peut à la fois leur ouvrir une porte, mais les fragilise, puisque c'est une relation très interpersonnelle. Donc, si l'on analysait les stratégies plurielles des femmes, cela permet, dans la sphère politique ou dans l'entreprise, on le rappelle à chaque fois, que la plupart du temps, les femmes sont, par rapport à ces règles du jeu imposées, soit dans des stratégies de conformisme, c'est-à-dire soit se comporter à l'égal des hommes en entreprise, être mobile géographiquement, disponible temporellement, soit se positionne plutôt sur une stratégie de retrait devant les difficultés à vivre cette compétition, et a été évoqué notamment des éventuelles sorties de l'entreprise après 45 ans devant la difficulté à vivre cette compétition.
Donc, dans ces stratégies qui correspondent soit à loyalty ou exit, finalement, il y a assez peu de place pour des stratégies de subversion ou de transgression des règles. Pourquoi ? Ben parce que dans cette lutte pour accéder au pouvoir, remettre en question les règles du jeu, vraiment aller à l'affrontement, cela veut dire alors se fermer toute possibilité d'alliance. Et c'est pour ça que certaines l'ont évoqué. Moi, finalement, une fois que j'ai dénoncé les règles du jeu, je sais bien que, par exemple, je ne ferai plus carrière en politique. Mais on pourrait dire la même chose en entreprise. Dénoncer vraiment les stratégies, les règles du jeu construites au masculin peut mettre en difficulté la personne en tant qu'individu. Et travailler sur ces stratégies permet aussi également de mieux comprendre la difficile solidarité féminine, surtout dans des contextes de compétition. Et travailler sur les stratégies au pluriel des femmes permettrait aussi de regarder d'un peu plus près l'articulation des différentes formes d'inégalité, puisque même si ça ne veut pas dire relativiser les inégalités sexuées, il faut les articuler à d'autres formes d'inégalité, et notamment toujours maintenir rapports de genre, oui, mais en lien aussi avec des rapports de classe et avec des rapports de race, catégorie ethnique, dirait-on en français, parce que on retrouverait les mêmes mécanismes, réseau, passage obligé et sentiment d'incompétence pour les nouveaux entrants que l'on retrouve pour les femmes. Dernier fil, et je bouclerai là-dessus, qui a été évoqué finalement peut-être plus par vos interventions et vos réactions que par les intervenantes du côté scientifique. Vous évoquerez plutôt les synthèses, les interventions des acteurs du monde économique et du monde politique. Ce serait de travailler sur le rapport des femmes et des générations de femmes au féminisme. Vous l'avez évoqué, les femmes en entreprise ont souvent des pratiques individuelles qui pourraient être catégorisées de féministes au niveau individuel. Elles cherchent à s'émanciper des rôles assignés et à acquérir une place à l'égal des hommes. Mais finalement, elles se revendiquent, en tout cas en entreprise, très rarement comme féministes, voire même, on l'a évoqué, refusent un quelconque traitement de faveur au nom de l'idée que les quotas signifieraient une suspicion sur leurs compétences. Du côté du monde politique, ce rapport au féminisme est plus assumé, sans doute en lien avec les engagements militants des femmes en politique, de façon évidente, mais les travaux de Catherine Achin notamment le montrent. C'est un féminisme modéré. Et voire même parfois, elle exprimait un féminisme conservateur, c'est-à-dire à la fois participer au débat politique, tout en parfois assumant une vision assez différentialiste des hommes et des femmes autour de l'idée de faire de la politique autrement. Donc, pour travailler sur cette question-là me paraît centrale. On verrait alors l'importance des générations, des jeunes générations qui ont pensé et qui ont été socialisées autour de l'idée que l'égalité était réalisée, qui sont souvent découvrent à leurs dépens que l'inégalité reste en réalité. Et donc, vous avez évoqué beaucoup d'actions possibles, développer les formations au féminisme, aux droits des femmes, aux sciences sociales du genre, permettrait éventuellement de se comporter en tant que groupe des femmes et de reconstruire la solidarité. Et
Je voudrais faire ce lien entre formation au féminisme et éventuellement réseau de femmes, parce que les réseaux de femmes qui se développent en entreprise ne sont pas toujours sur des bases féministes, et autour de concepts comme management au féminin, parfois on voit re-rentrer des stéréotypes et des croyances autour de qualités naturelles des femmes qui peuvent poser problème. Donc je voudrais juste boucler là-dessus, autour de... Il faudrait travailler aussi sans doute sur le rapport au féminisme des hommes pour comprendre les résistances, et peut-être que la très forte résistance que vous avez évoquée dans le monde politique n'est pas sans lien avec la moyenne d'âge des hommes politiques, et peut-être il y avait une question qui était: est-ce que le monde des entreprises est moins sexiste que le monde politique? En tout cas, il est plus vieillissant. Je voulais tout d'abord vous remercier, parce que c'est une des premières journées, des 5 journées, et avec votre équipe, vous avez su faire en sorte de décliner les différents thèmes qui vont pendant les 5 lundis du mois de juin. J'espère que ça s'instituera dans la région, parce que c'est quand même important. La semaine dernière, avec Claire Villiers et Francine Bavet, nous avons accompagné Monique Dantal, qui est dans la salle, sur le mai féministe. Nous avons eu des soirées de débat intéressants, passionnants aussi, comme quoi c'est un combat qui n'a pas cessé, et malgré les grandes avancées, moi, puisque je suis vice-présidente de cette région, mais ma première des passions, et c'est surtout mon combat au sein de mon propre parti et l'apport que nous avons pu apporter pour faire avancer les choses. J'ai presque envie de dire à la fin de cet après-midi, c'est pas une conclusion, mais c'est simplement j'avais presque envie de dire une mise en bouche pour ces 5 après-midi de réflexion. La modernisation de la vie politique française passe par les femmes. Elle passera par les femmes, et elle est en train de passer par les femmes. Pourquoi? Nous sommes dans une période dite de révolution tranquille. Et cette révolution tranquille, nous l'accompagnons au fur et à mesure, parce que effectivement, il y a la loi sur la parité, mais n'oublions pas non plus les lois sur l'égalité professionnelle qui remontent Yvette Roudy, Catherine Génisson, qui ont fait en sorte de faire progresser, et dans la vie professionnelle et dans la vie publique, un petit peu nos progrès. Ce que je voulais dire également, c'est que cette rénovation de la vie politique française est un effet générationnel également. Vous l'avez évoqué un instant, je crois que c'est important de le dire. Et ma génération porte, je dirais presque le témoin de ce qu'ont fait nos aînés précédemment, pour lequel elles se sont battues. Alors pourquoi on parle plus d'hommes que de femmes? Et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et la semaine dernière, j'étais avec Françoise à une remise de Légion d'honneur, où la récipiendaire nous disait je suis désolée, mais je vais remercier que des hommes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui pouvaient m'accompagner dans la progression professionnelle qui était la mienne. Donc à partir de là, je ne suis désolée de vous le dire, je ne vais remercier que des hommes. J'ai été très marquée par cette remarque, mais il est vrai que la génération qui est la nôtre n'a pas connu à ce moment-là l'intérêt que nous portons aujourd'hui, que les jeunes portent aujourd'hui à ces valeurs que nous devons défendre. Alors moi j'ai entendu beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'au niveau politique, ce qui a été porté par Geneviève Courreau, qui sait combien nous avons porter ce travail ensemble, puisqu'elle a été déléguée à mes côtés pendant 5 ans, au moment où Lionel Jospin a souhaité, en tant que Premier ministre, que ça devienne une loi, et nous avons fait en sorte d'y travailler avec d'autres, et qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais elle aurait pu l'être, elle avait toute sa place, c'est Réjeanne Sénac, qui a fait un excellent travail là-dessus, et qui nous a beaucoup apporté, et qui, moi, en tant que responsable politique, a été pour moi une vraie lumière par rapport à certains travaux qu'elle a menés, et sur lesquels systématiquement, j'en fais référence, parce qu'il est vrai qu'elle a mis l'accent sur les choses sur lesquelles nous, en tant que politique, nous ne faisions pas attention. Moi, il y a un principe que je refuse en politique, et je crois qu'il ne doit pas s'exercer ailleurs, c'est le principe de la reine abeille. Alors, Catherine Barbarou, avec qui nous portons beaucoup de choses depuis quelque temps dans cette région, mais même sur des valeurs que nous avons en commun, ce principe-là, c'est contraire à la solidarité que nous devons porter entre nous. Moi, je suis rentrée en politique grâce à une femme
qui m'a donné envie. Elle m'a pas simplement dit il faut que tu t'impliques, elle m'a donné envie de faire de la politique parce qu'elle portait ce combat en elle et à partir de là j'ai eu envie de continuer. Donc ça c'est important et je crois que c'est une caricature qu'il faut que nous mettions de côté parce qu'autrement nous n'y arriverons pas. Alors le besoin d'autorité, oui, c'est ça. Ça a été dit par les deux personnes, Madame Ferrand et Madame Perrache, sur cette autorité qui doit être forte. Et j'ai le regret de dire, puisque je parle de mon parti, nous avons manqué de cette autorité sur cette question. Et c'est pas parce que nous allons avoir plus de femmes élues que les choses vont pouvoir être simples. Non, elles sont pas simples. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Alors voilà, moi je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Il y a deux pistes qui sont importantes et j'ai pas envie de dire que c'est la tarte à la crème, mais c'est le mode de scrutin qui doit être différent. Il est vrai qu'il y a des scrutins à la proportionnelle, alors il est vrai, nous avons plus de femmes, comme les scrutins régionaux, où là vous avez parité obligatoire. Toute liste ne peut pas être présentée au vote des électeurs si elle n'est pas paritaire, comme les scrutins municipaux qui sont paritaires. Par contre, le mode de scrutin le plus difficile, enfin les deux modes de scrutin les plus difficiles sont les scrutins majoritaires, notamment pour les législatives et les cantonales. Et on voit bien la difficulté qui est la nôtre pour pouvoir d'abord se faire investir, et ça je rejoins ce que disait Madame Nègre, l'investiture elle est donnée par des partis, et souvent ce sont des hommes, parce que les partis politiques ont été créés par des hommes pour des hommes, comme les organisations syndicales qui ont été créées par des hommes pour des hommes. Donc là, c'est un phénomène nouveau. Il faut y aller. Il faut continuer à se battre. Et c'est ce que nous a appris, c'est ce que nous ont appris nos aînés. Et moi, j'ai été un petit peu bon. Peut-être que le temps nous a manqué, mais l'absence des organisations syndicales dans notre débat. J'étais contente tout à l'heure quand une personne est intervenue sur les organisations syndicales, mais je croyais qu'on allait aller plus loin, parce que là aussi, il faudrait qu'au niveau des syndicats, les femmes puissent être aussi visibles pour pouvoir porter justement les progrès sociaux. Et puis l'Europe. Je trouve que beaucoup ont évoqué les réseaux. Mais il se trouve que depuis quelque temps, j'exerce un petit peu les politiques qui sont les nôtres au niveau de la région Île-de-France dans l'Assemblée des régions d'Europe. Et je peux vous dire que les femmes européennes sont très organisées et je crois que les réseaux qui ont été évoqués tout à l'heure doivent aussi peut-être prendre naissance chez nous par rapport à celles qui le mènent au niveau européen. Voilà, j'ai voulu aller assez vite, volontairement, mais une chose, il y a des dangers sur les réseaux, parce que je finissais, j'avais marqué, c'est vrai qu'il y a des dangers sur les réseaux, parce qu'on ne sait plus à un certain moment le but. Le but, c'est d'échanger nos expériences, d'apporter des progrès ensemble, mais si les réseaux n'ont plus le même sens, faisons attention aussi de ne pas les caricaturer. Voilà, je suis désolée d'avoir été très très vite, mais je crois que c'était 35. Au voilà. contraire.